Merci beaucoup, cher ami. On m'a demandé de vous traiter de l'ostéoporose. J'espère que vous êtes en forme et que vous ne regrettez pas le bel après-midi ensoleillé à côté de la plage. Actualité de l'ostéoporose. Euh, L'ostéoporose est un peu une pathologie souvent sous-diagnostiquée et souvent sous-traitée pour plein de raisons. Euh, Dans la pratique, on voit beaucoup de malades qui en souffrent, qui ne sont pas traités, qui sont mal suivis. Et beaucoup de causes à cela. Internet y participe beaucoup. Je vois beaucoup de patientes affolées parce qu'ils ont lu par-ci, par-là que les médicaments peuvent causer tel ou tel effet secondaire. C'est même une des maladies avec le Covid, avec le vaccin Covid, où le traitement fait plus peur que la maladie elle-même, ce qui est un peu bizarre, on va dire. Si on ajoute à cela que c'est une maladie souvent silencieuse, qu'il n'y a pas beaucoup de symptômes, que les schémas de traitement sont un peu complexes, je pense que ça peut expliquer pourquoi c'est souvent si mal pris en charge. Mais bon, maintenant, on sait très bien, en 2025, identifier il faut traiter, comment traiter, combien de temps, quels objectifs atteindre. Et c'est ce que je vais essayer de vous résumer pendant ces prochaines 20 minutes. Alors, c'est quoi d'abord l'ostéoporose, pour commencer? Eh bien, l'ostéoporose, c'est ça. Là, vous avez une photo de l'os trabéculaire vertébral. Et remarquez les travées osseuses. Vous voyez qu'il y a quelques petites fissures. Je ne sais pas si vous voyez la fissure par-ci, fracture, une micro-fracture des travées. On peut suivre ça au microscope. Vous voyez, ça c'est une travée osseuse. On voit la travée quand il y a cette maladie-là, il y a des micro-craques et puis il y a une micro-fracture de ces travées-là. Ça peut donner des vertèbres qui ressemblent à ça. Et vous voyez cette vertèbre-là, elle peut s'effondrer au moindre petit traumatisme, parfois sans traumatisme du tout. Et donc les fractures les plus fréquentes sont les fractures vertébrales. Alors vous avez tous vu, je pense, celle-là, mais je ne sais pas si vous avez vu celle-là, qui est aussi une fracture. Et donc il va falloir reconnaître aussi ce genre de fractures. Les fractures de hanche sont les plus sérieuses et les plus graves. Les chiffres montrent qu'après une fracture de hanche, en général, un malade sur 4 va mourir dans l'année. Et une grande partie des autres vont devenir soit dépendants, soit complètement handicapés dans leur vie quotidienne. Après une fracture vertébrale, souvent c'est des douleurs chroniques, rachidiennes, déformations, psychose, avec plein de conséquences, parfois perte de l'indépendance et troubles du sommeil, dépression. Même une augmentation de la mortalité qui est supérieure, il y a une surmortalité après une fracture vertébrale par rapport à la population générale. Alors voici un peu les chiffres marocains. On avait publié pas mal d'articles sur l'épidémiologie de l'ostéoporose au Maroc. Vous voyez qu'à partir de 65 ans, il y a une augmentation exponentielle des fractures de hanche, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et pour les fractures vertébrales, là aussi, vous voyez une augmentation importante du chiffre de prévalence des fractures vertébrales. Alors, dans ces deux études chez les hommes et chez les femmes, c'était des fractures vertébrales recherchées systématiquement, c'est-à-dire chez des malades asymptomatiques, chez des patients asymptomatiques. Et vous voyez les chiffres, donc pratiquement à partir de 65 ans, vous avez une patiente presque sur 2 qui a une fracture vertébrale et un homme sur 4 ou sur 5 qui a une fracture vertébrale. Alors, un petit rappel sur la physiopathologie. La densité minérale osseuse ou la masse osseuse se constitue dans le jeune âge. Quand on grandit, c'est ce qu'on appelle le modelage, on fabrique de l'os et puis on arrive à un pic de masse osseuse qui est souvent atteint entre 20 et 30 ans. Et à partir de cet âge-là, donc ça reste stable une période jusqu'à à peu près la cinquantaine chez la femme, où ça descend plus vite à cause de la ménopause. Chez les hommes, ça descend un peu moins vite. Voilà. Il y a pas mal de facteurs qui interviennent sur cette masse osseuse. Vous avez l'hérédité qui joue un grand rôle, qui explique 60% pratiquement. Et puis, il y a l'alimentation, l'exercice physique, etc., qui peuvent aussi expliquer les différences entre les gens.
Et donc, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, il y a deux possibilités pour faire de l'ostéoporose plus vite. Ça, c'est la courbe chez les gens normaux. Donc, première possibilité, c'est que, voilà, on est normal au début, et puis il y a une perte accélérée parce qu'on on a pris des corticoïdes, parce qu'on est tombé malade, parce qu'on fait des endocrinopathies, parce qu'on fait pas mal de maladies hépatiques, rénales, etc., etc. Ou il y a même une deuxième possibilité, c'est que voilà, on a mal démarré dans la vie, le pic de masse osseuse n'a pas été atteint. Ce qui fait que l'ostéoporose, c'est aussi une maladie à prévention pédiatrique. La prévention commence dès le jeune âge, et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, si vous regardez la télévision française, vous voyez des publicités pour inciter les enfants à prendre des produits avec de la vitamine D, du calcium, etc., faire de l'exercice physique pour augmenter le pic de masse osseuse, parce que plus vous êtes haut à 20 ans, et moins vous ferez de l'ostéoporose à 60 ans. Alors, comment on pose le diagnostic? Eh bien, pour le moment, le diagnostic opérationnel repose sur cette machine qu'on appelle l'ostéodensitométrie, ou la DEXA, qui permet de mesurer la masse osseuse et donc de comparer par rapport au pic de masse osseuse. Et donc, quand on a moins ou plus de 2,5 déviations standards par rapport au pic de masse osseuse, on est dans l'ostéoporose. C'est le T-score. T-score, ça veut dire qu'il y a, c'est en fait le nombre de déviations standards par rapport au pic de masse osseuse. Alors, quand faut-il mesurer? Eh bien, systématiquement, il faut le faire. Il faut demander obligatoirement une DEXA chez les femmes à 65 ans, chez les hommes à 70 ans. Et avant, s'il y a des facteurs de risque, les facteurs de risque les plus importants, eh bien, c'est ménopause précoce, par exemple, corticothérapie au long cours, antécédent de fracture, quelqu'un qui a fait une fracture sur une chute bénigne ou manifestement ostéoporotique, il faut la demander. Antécédent chez la mère, donc ça c'est la génétique, il faut le faire même plus tôt. Faible indice, faible IMC. Et puis toutes les maladies qui prédisposent à l'ostéoporose, les maladies hépatiques, les endocrinopathies, etc., les rhumatismes inflammatoires, maladies cœliaques, etc. Et puis, si vous avez un aspect un peu déminéralisé au niveau des radios, vous pouvez aussi confirmer par la DEXA donc la présence ou pas d'ostéoporose, ou bien tout simplement devant une perte de taille. Alors, on perd tous un peu de la taille vers 50 ans, mais voilà, on perd en général 1 cm, maximum 2. Mais si vous avez plus de 2 cm de perte de taille par rapport à l'âge de 20 ans, pensez à demander la densité minérale osseuse, parce que première cause de perte de taille, c'est l'ostéoporose et les tassements vertébraux. Ceci dit, faites attention. La définition, le T-score à moins 2,5, c'est un seuil de diagnostic, ce n'est pas un seuil thérapeutique. Alors, pour traiter, on va se baser sur autre chose. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Juste pour insister aussi que l'ostéopénie, le terme ostéopénie que vous trouvez parfois sur les comptes rendus, l'ostéopénie n'est pas une maladie. D'ailleurs, maintenant, on essaye de faire en sorte de le supprimer des comptes rendus parce que ça inquiète les malades pour rien. Ça veut tout simplement dire que voilà, votre masse osseuse est un peu plus basse que le voudrait la normale. Alors, pour traiter, on va se baser sur l'évaluation du risque fracturaire. Et l'évaluation du risque fracturaire va reposer sur des facteurs. Alors, il y a l'âge qui joue un rôle important, il y a la densité minérale osseuse, mais il y a l'antécédent de fracture. Donc, ceux qui ont déjà fait une fracture sont à haut risque de refaire une fracture. Il y a le risque de chute qui est indépendant. Plus on tombe et plus on est à risque de faire des fractures. Et puis, il y a d'autres facteurs un peu plus spécialisés, mais je vais vous parler du FRAX tout à l'heure qui est intéressant. Alors, pour commencer sur l'effet de l'âge, vous voyez que ça, c'est une population normale. Si on fait une densité minérale osseuse chez tout le monde, vous voyez que la prévalence de l'ostéoporose va augmenter avec l'âge. Normalement, avant 50 ans, il n'y a pas d'ostéoporose, ou il y a moins de 3-4%. C'est pour ça qu'on ne fait pas de dépistage systématique avant 50 ans. Par contre, à 65 ans, 20%, statistiquement, 20% de la population a une ostéoporose. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de chercher l'ostéoporose à 65 ans. Et vous voyez qu'elle augmente et que la moitié des 80 ans ont une ostéoporose. Eh bien, ça tombe bien, c'est cet âge-là où il y a le maximum de fractures. La densité minérale osseuse seule ne permet pas de prédire le risque de fracture. Les chiffres statistiques le montrent et je voudrais que vous reteniez ce chiffre. 60% des gens qui fracturent n'ont pas d'ostéoporose densitométrique. 60%, je le redis, 60% des gens qui font une fracture
n'ont pas d'ostéoporose densitométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, attention, quelqu'un qui fait une fracture par fragilité osseuse, une fracture sur une chute bénigne, doit être traité quel que soit son T-score, quelle que soit sa densité minérale osseuse. Je vais y revenir tout à l'heure. Le risque de fracture augmente quand on a déjà fait une fracture. Et donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà fait une fracture vertébrale a 20% de chances de faire une nouvelle fracture dans l'année qui suit. Et les fractures vertébrales peuvent être cliniquement parlantes, mais elles peuvent ne pas l'être et se manifester uniquement par une hypersyphose. Et d'ailleurs, le chiffre à retenir, c'est 2/3 des fractures vertébrales passent inaperçues, sont asymptomatiques. Et c'est uniquement la syphose dorsale qui peut les révéler. Donc, il va falloir les chercher, les fractures vertébrales. Sinon, vous allez passer à côté. Il y a une technique pour les chercher très facile, mais il faut penser à la demander. Ça s'appelle la VFA, c'est-à-dire le même examen qui fait la densité minérale osseuse peut vous faire une VFA. C'est en fait un profil de tout le rachis de T4 à L4. Et vous voyez s'il y a des fractures vertébrales, parce que ça change la donne. C'est-à-dire même en l'absence d'ostéoporose densitométrique, si vous avez une fracture vertébrale, il faut traiter. Il faut absolument traiter. Un autre facteur qui est important, c'est le risque de chute. On n'y pense pas beaucoup. Le risque et la prévalence de chute augmentent avec l'âge. Vous voyez un petit peu qu'un tiers des plus de 65 ans font au moins une chute une fois par an et 50% font au moins 2 chutes. Et ces chutes vont finir par entraîner des fractures. Quand on est jeune, c'est la fracture du poignet, parce qu'on a le réflexe de mettre la main. Quand on est un peu plus âgé, c'est la fracture du col, parce qu'on tombe sur le côté. Et donc, c'est très important, dans votre consultation, chez les sujets âgés, d'évaluer le risque de chute. Posez la question tout simplement. Combien de fois êtes-vous tombé dans les 6 mois précédents? Et puis, il y a des petits tests très faciles à faire. Le Get Up and Go test, le test de l'appui unipodal ou le test de la poussée sternale. Vous poussez le malade et vous voyez est-ce qu'il tient l'équilibre ou pas. Ça vous donne une idée sur l'équilibre et sur le risque de chute. Sinon, vous pouvez aussi demander des consultations gériatriques quand vous avez ce risque de chute. Et chez ces malades-là, il faut absolument demander une densité minérale osseuse. Et chez les chuteurs, il faut absolument chercher l'ostéoporose. Après, il y a le FRAX. Alors, le FRAX, c'est un peu la même chose que le score utilisé en cardiologie pour le risque cardiovasculaire. C'est le même principe, c'est-à-dire vous avez un site du FRAX. Il y a un FRAX marocain que nous avons réussi à développer. Et donc, vous rentrez les variables de votre malade, l'âge, les antécédents, etc., etc. Et vous appuyez sur le petit bouton et il va vous donner le risque personnalisé de votre malade de faire une fracture dans les 10 ans qui viennent. Et donc, d'ailleurs, la plupart des recommandations internationales maintenant proposent d'utiliser le FRAX pour savoir, parfois même de traiter sur le FRAX pour savoir avant même la densité minérale osseuse. Si le risque est élevé, vous pouvez traiter avec ce risque-là. Sinon, vous demandez la densité minérale osseuse pour confirmer. Et puis, ça permet aussi de savoir chez qui demander la densité minérale osseuse. Alors, j'arrive au traitement. L'objectif principal du traitement, c'est quoi? C'est de réduire le risque de fracture, évidemment. Et donc, l'urgence, si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est de commencer par ceux qui ont déjà fracturé. Ce sont ceux qui sont à haut risque. Je vois encore beaucoup de malades qui ont fait des fractures manifestement ostéoporotiques et qui n'ont pas reçu de traitement. Ce sont ceux qui sont à risque. Celui qui s'est cassé se recassera, à très haut risque de se recasser. Après, il faut identifier ceux qui ne se sont pas encore cassés et qui sont à très haut risque. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont les facteurs de risque. Et donc, la stratégie, une fois que vous avez ça, éliminez les autres, vous faites un petit bilan pour éliminer les autres causes d'ostéopathie, hyperparathyroïdie, ostéomalacie, etc. Et puis, vous démarrez un traitement de première ligne personnalisé pour chaque patient. Ne pas oublier la prévention du risque de chute, qui est indépendante du traitement et qui est très importante à faire. Et puis, c'est un contrat aussi. Le traitement de l'ostéoporose, c'est pour plusieurs années. Ça ne sert à rien de donner un traitement 3 mois ou 6 mois. Il faut
être vraiment d'accord avec le malade dès le départ que c'est parti pour 3 ans minimum, voire 5 ans, voire plus. Alors, juste ce petit schéma pour vous rappeler que, voilà, il y a l'ostéoporose, c'est la chute et c'est la fragilité osseuse. Le traitement va corriger la fragilité osseuse, mais la prévention de la chute est aussi importante. D'accord? Et donc, c'est très important, la prévention de la chute. Eh bien, c'est le traitement de la sarcopénie, c'est les apports protéiques, c'est les apports énergétiques, c'est les apports en calcium, vitamine D, on va y arriver. Préconiser une activité physique adaptée, donc la marche, c'est excellent pour l'os. Et puis la musculation, donc c'est très important le muscle, on perd du muscle de la même manière qu'on perd de l'os. Les courbes d'ailleurs se superposent et il suffit de voir les gens qui font de la musculation, c'est rapide. Une fois que vous commencez à faire de la musculation, en 2-3 mois, vous pouvez augmenter votre masse musculaire. D'accord? Et donc c'est très important, à n'importe quel âge, c'est très bénéfique, quel que soit l'âge. Même chez les sujets âgés, les exercices de renforcement musculaire sont très utiles et permettent de réduire le risque de chute. Après, il faut aussi penser à supprimer toutes les causes de chute chez le sujet âgé, traiter les maladies responsables de chute, la rééducation pour des troubles de l'équilibre, des AVC, traitement de la maladie de Parkinson ou de l'épilepsie, les rhumatismes, faire opérer une cataracte ou un adénome de prostate responsable de levée nocturne, etc. Et puis les médicaments. Les médicaments sont souvent aussi une des causes majeures de chute. Faites attention aux psychotropes, benzodiazépines, antidépresseurs, diurétiques aussi qui obligent à se lever souvent la nuit, etc. Et puis parfois de simples conseils peuvent être très utiles. Mettre une rampe dans la salle de bain. La moitié des sujets âgés qui se cassent dans leur salle de bain. Donc un tapis antidérapant avec une rampe peut sauver pas mal de ce genre d'accident. Alors j'arrive au traitement pharmacologique. Voilà les médicaments dont on dispose pour traiter l'ostéoporose. Alors on a les antirésorptifs et on a les anaboliques. Les antirésorptifs, alors essentiellement les bisphosphonates. Les oestrogènes sont de moins en moins utilisés. Ils peuvent être utilisés dans la période post-ménopausique immédiate. Les bisphosphonates peuvent être utilisés à n'importe quel âge. Le denosumab, qui est une biothérapie, un anticorps qui bloque la résorption osseuse qu'on a au Maroc. Les autres, on ne les a pas. Ils sont très intéressants, les anaboliques. Il y a le tériparatide, c'est de la parathormone. Et un autre dérivé qui s'appelle la baloparatide, on ne les a pas au Maroc. Et puis le romosozumab qui a une action duale, à la fois anti-ostéoclastique et à la fois pro-ostéoblastique. Il est très intéressant. Mais on ne l'a pas au Maroc. Alors le coût des médicaments a beaucoup diminué. On peut traiter maintenant une ostéoporose à moins de 2000 dirhams par an. Alors, qui et comment traiter? Alors, en général, il faut prendre en compte les contre-indications, les contraintes, l'effet antifracturaire. Généralement, pour une ostéoporose, on va dire, avec un risque modéré, la voie orale est suffisante, donc un bisphosphonate par voie orale, c'est le premier choix. Par contre, après une fracture de hanche, avec une ostéoporose sévère, un risque très sévère, ou bien des comorbidités élevées, avec des malades polymédicamentés, il vaut mieux privilégier la voie parentérale. Soit le zoledronate, c'est une perfusion par an, soit le denosumab, c'est une injection sous-cutanée tous les 6 mois. Ils sont beaucoup plus pratiques. Le denosumab est aussi intéressant chez les gens qui ont un sujet âgé avec une fonction rénale un peu limite. On peut le donner même avec une altération de la fonction rénale. Par contre, les anaboliques sont très intéressants chez les très très hauts risques, quand il y a des fractures vertébrales multiples, si on peut l'avoir. Alors, il y a maintenant des biosimilaires qui sont commercialisés. Le prix est à peu près pour le tériparatide à 150 € par mois. Il faut le donner pendant 1 an et demi, 2 ans. Voilà, ça reste quand même très cher. Les effets secondaires existent. Alors, avec la voie orale, c'est essentiellement l'œsophagite qu'on peut prévenir si on le prend correctement, c'est-à-dire une demi-heure avant le petit déjeuner sans s'allonger. Il y a quelques autres effets secondaires rares. Alors, le syndrome pseudogrippal, relativement fréquent avec l'injection, la perfusion parentérale.
20% des malades environ. Par contre, les autres effets secondaires qui font peur aux malades sont extrêmement rares. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est 1 cas sur 50 000 à 100 000. Donc c'est vraiment extrêmement rare. Il faut rassurer les patients. Il faut rassurer les dentistes aussi qui souvent disent aux malades attention à ces médicaments. La vitamine D et le calcium sont très importants. Donc s'assurer, le régime alimentaire marocain apporte environ 500 à 600 mg par jour. Donc souvent insuffisant. Donc souvent il faut supplémenter, mais poser la question, si les gens mangent assez de calcium, ce n'est pas la peine, mais sinon ajouter un peu de calcium, mais surtout la vitamine D. La vitamine D c'est important. Alors l'idéal c'est de supplémenter par voie quotidienne, c'est mieux, parce qu'il y a eu des études qui ont montré que les fortes doses, même 100 000 une fois par mois, ça augmente le risque de chute. Et donc on revient maintenant dessus. Donc si vous avez une carence, donnez une dose de charge et prenez le relais par une voie quotidienne, c'est mieux. Donc l'objectif, c'est d'atteindre un taux supérieur à 30 nanogrammes par ml. Ne donnez la forte dose intermittente que si voilà, il y a un problème d'adhérence, etc., si on est vraiment obligé. Quand est-ce qu'il faut arrêter le traitement? Eh bien, en général, c'est 5 ans pour la voie orale, 3 ans pour le zoledronate, 5 ans pour le dénosumab, mais attention, le dénosumab, il y a un phénomène qui est observé. Avec les bisphosphonates, ils s'incrustent dans l'os. Donc, quand on les arrête, il y a un effet rémanent. Le malade est encore protégé pendant au moins 1 an, 2 ans. Avec le dénosumab, dès qu'on arrête, il n'y a plus d'efficacité du tout et on revient à la valeur initiale. Donc, il y a un phénomène de rebond et il peut y avoir une augmentation du risque de fracture. Donc, ne donnez le dénosumab que si le malade, il y a un contrat, il va respecter scrupuleusement les 6 mois d'injection. Et dès qu'on veut l'arrêter, on fait un relais par un bisphosphonate. Soit une perfusion de zoledronate, soit 1 an de voie orale. Voilà. Après, on va réévaluer. Alors, les recommandations de la Société marocaine de rhumatologie, on les a publiées. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de la revue marocaine de rhumatologie. On les a publiées l'année dernière, si je me rappelle bien. Et donc, je vais vous les résumer rapidement. Donc, globalement, pour l'évaluation du risque, 2 situations. Vous avez les malades qui ont déjà fait une fracture, ce qu'on appelle fracture majeure, ils sont automatiquement à haut risque. Donc, fracture majeure, c'est fracture de hanche, fracture vertébrale, fracture de l'épaule, fracture du tibia, tout ça, c'est des fractures majeures. Donc, c'est automatiquement, vous êtes classé dans le haut risque. Quel que soit le T-score, il faut les traiter. Quel que soit le T-score. Alors, si en plus aussi, vous avez des fractures multiples, des chutes répétées, une corticothérapie ou un frax très élevé, donc tout ça, ça classe dans le très haut risque. Quand il n'y a pas de fracture, ou quand il y a une fracture mineure, ce qu'on appelle fracture mineure, c'est le poignet, c'est les côtes, c'est les métatarses, par exemple. Là, ça va dépendre de la densité minérale osseuse. Et donc, avec une densité inférieure à moins 2,5, on est dans le haut risque. Sinon, si elle est plus basse, on est dans le risque modéré ou faible. Et donc, le traitement va dépendre de où est-ce qu'on est. En général, risque modéré, c'est la voie orale. Risque élevé, c'est la voie parentérale. Le risque très élevé, si on peut avoir les anaboliques, c'est mieux. Voilà. Voilà globalement un petit peu le schéma. Globalement, maintenant, l'espérance de vie a augmenté. Après la ménopause, en général, les femmes vont vivre 30 à 40 ans. Et donc, ça laisse beaucoup de temps pour traiter. Donc, on aura besoin de plusieurs cures. Et donc, il faut savoir répartir ça sur ces 30 ou 40 années. En général, voilà, en préménopause, c'est plutôt les hormones. Les bisphosphonates vont couvrir la grande majorité. Et puis, en fin de vie, c'est la voie parentérale ou les anaboliques, si on peut les avoir, qui sont les plus utiles. Voilà la conclusion. Donc, il y a des avancées majeures dans la prise en charge de l'ostéoporose. Maintenant, on sait qui, comment et combien de temps traiter. Commencez par traiter les fracturés et les sujets à très haut risque. La prévention dès le jeune âge, vous êtes en première ligne. Pensez à la fracture et pensez à la prévention. Je vous remercie. Merci, professeur.